Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm en Allemagne et il est considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Et pour cause. En exposant en 1905 la théorie de la relativité, il va littéralement bouleverser notre vision de l'univers. Einstein n'a alors que 26 ans. Cette année, 1905, porte d'ailleurs un nom. On l'appelle Annus Mirabilis, ce qui signifie en français « la merveilleuse année ». E égale mc2. Tout le monde connaît cette formule. Forcément, elle a été rendue célèbre par Albert Einstein. E, l'énergie, est égale à m, la masse que l'on multiplie par c au carré, c étant la vitesse de la lumière. La formule signifie en gros que l'énergie a une masse. Grâce à cette égalité complexe, et à quelques autres, Einstein a permis à l'humanité de faire un pas de géant dans la compréhension de l'univers. Mais je vous rassure tout de suite, je ne vais pas me lancer dans un exposé sur cette formule, on y passerait la nuit, et la nuit, moi, je dors. Je vais plutôt vous expliquer pourquoi l'homme qui a contribué à faire connaître cette formule a été considéré dans les premières années de sa vie comme un attardé. Tout commence le jour de sa naissance, à Ulm, en Allemagne. La tête du petit Albert Einstein est anormalement grosse. Elle est si grosse que les médecins craignent que l'enfant ne soit atteint d'une maladie mentale. Son père, qui est ingénieur, est très inquiet. Et il y a de quoi. À 3 ans et demi, notre futur génie est tout simplement incapable de prononcer le moindre mot. Or, un enfant, en principe, prononce ses premiers mots entre 12 et 16 mois. À 3 ans, il fait des phrases et sait manier certains concepts abstraits. À cet âge-là, Albert, lui, reste désespérément muet. Est-il atteint d'une maladie mentale? Non, bien sûr. Un beau matin, il se met enfin à parler. Albert a presque 4 ans. Il était ce que l'on appelle aux États-Unis un late talker, un parleur tardif en français. Et ce n'est pas grave. Chez les Einstein, tout le monde pousse un grand ouf de soulagement. Le petit Albert est même le contraire d'un imbécile. 25 ans plus tard, en 1905, il publie 5 articles qui vont révolutionner le monde de la physique et feront de lui le plus grand génie du XXe siècle. Ah, j'allais oublier. Aux États-Unis, savez-vous ce que l'on dit des enfants qui parlent tard? Allez, je vous le donne en 1000. On dit qu'ils sont atteints du syndrome d'Einstein. Vous l'avez compris, Albert Einstein était un personnage hors du commun. Et vous allez voir que grâce à ses nombreuses découvertes, il a bouleversé notre vie de tous les jours. Evan Adliné a trouvé la bonne formule pour tout nous expliquer. Chiche, pas facile de faire un selfie en tirant la langue. Jamy, est-ce que tu savais que c'est grâce à Einstein que l'on peut faire de super photos sur nos smartphones? Au début du XXe siècle, il découvre que l'on peut convertir la lumière en énergie. Ce principe deviendra ce que l'on appelle l'effet photoélectrique. Il est utilisé par nos smartphones pour coder la lumière qui rentre dans le capteur de l'appareil photo et la retranscrire en images, de façon à pouvoir la partager immédiatement sur Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, en story, sur LinkedIn. Et c'est ce même principe qui est utilisé dans les panneaux solaires que l'on peut mettre sur nos toits. Cette découverte a d'ailleurs valu à Albert Einstein un prix Nobel en 1921. Sans Einstein, pas d'appareil photo numérique, mais pas de GPS non plus. Avec sa théorie sur la relativité générale, notre cher Albert découvre que le temps ne passe pas à la même vitesse sur Terre et dans l'espace. Oui, alors on ne s'enflamme pas, il ne s'agit pas d'une faille spatio-temporelle comme dans la série Stranger Things. Là, on parle plutôt de quelques millisecondes. C'est un léger décalage horaire qui déréglerait les satellites et donc nos GPS s'ils n'étaient pas pris en compte dès le départ par les ingénieurs qui conçoivent ces systèmes. Si vous avez 1 heure devant vous, voici l'explication. La relativité générale, 25 chapitres de bonheur. Non, finalement, on n'a pas le temps. Au travers d'un exposé de 92 pages. Désolé, docteur Maboul, on n'a toujours pas le temps. Quel pot de colle, celui-là. Allez, à toi, Jamy. Merci, Evan. Alors, parmi les autres découvertes que l'on attribue à Albert Einstein, il y aurait aussi la bombe atomique. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas exact. Toute sa vie, le savant a milité en faveur du désarmement atomique. Alors, pourquoi diable lui attribue-t-on la paternité de cette arme redoutable? Nous allons voir qu'en réalité, il s'agit d'un terrible malentendu historique. Tout commence
en 1934 dans le laboratoire du physicien hongrois Leo Szilard. Sur la base des travaux de son ami Einstein, Szilard théorise le principe de la réaction en chaîne. La réaction en chaîne, vous connaissez, c'est un petit peu comme les dominos. La désintégration d'un atome entraîne la désintégration d'un autre atome, etc., etc. Cette découverte pourrait aboutir à la fabrication d'une arme redoutable, la bombe atomique. Ce qui n'est évidemment pas le but de Leo Szilard. Sauf que l'histoire avec un grand H ne va pas tarder à le rattraper. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Szilard apprend que ses travaux pourraient aider les nazis à fabriquer la bombe. Ni une ni deux, il appelle son ami Einstein et lui demande de signer une lettre qui va changer le cours de l'histoire. Elle supplie le président des États-Unis non pas de concevoir une bombe atomique, mais d'accélérer la recherche dans le domaine du nucléaire, au cas où. Il n'en faut pas plus à Franklin Roosevelt pour lancer le projet Manhattan à l'origine de la première bombe atomique. Projet qui ne sera pas dirigé par Einstein, mais par un autre physicien, Robert Oppenheimer. 6 ans plus tard, le 6 août 1945, l'Amérique lâche sa première bombe atomique sur Hiroshima. Elle fera 250 000 victimes. Einstein regrettera toute sa vie d'avoir signé cette lettre. Dans le camp des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, l'image du physicien ne sera pas pour autant ternie. À sa mort, en 1955, Albert Einstein était une véritable star dans le monde entier. Et figurez-vous qu'aujourd'hui encore, le savant reste une icône majeure de la pop culture. Tiens, je suis sûr que comme Camille Gobert, journaliste à Sciences et Avenir La Recherche, vous avez déjà porté un t-shirt à son effigie. Bonjour mon cher Jamy, je suis Albert Einstein, le père de la théorie de la relativité, mais malheureusement pas de Camille Gobert. Merveille parmi les merveilles. Oh bah dis Albert. Oh, c'est gentil, mais faut pas exagérer non plus, attends. Oh. Tu te rends compte, Jamy, même Instagram propose des filtres à l'effigie de ce cher Einstein. Mon préféré, personnellement, c'est quand même celui-là. J'ai toujours dit que la moustache m'allait bien. La célèbre photo dont s'est inspiré ce filtre a été prise sur le vif le 14 mars 1951, le jour où Albert Einstein fêtait ses 72 ans. Nous sommes alors 35 ans après la publication de sa théorie de la relativité et 30 ans après son prix Nobel de physique. Et Albert est une véritable rockstar de la science. Quand il sort du restaurant, ce fameux jour de mars 1951, Albert doit traverser une plate-bande de reporters. Sauf qu'un Einstein n'est pas un Kardashian, et il n'est donc pas fan de l'attention qu'on lui porte. Surtout que, soyons honnêtes, la grande majorité d'entre nous ne comprenons pas un broc des théories qui l'ont rendu célèbre. Albert est donc bien fatigué de toute cette agitation, comme on le voit clairement sur les photos prises juste avant le cliché culte. Mais comme c'est pas avec cette tête de fondu saut qu'on fait vendre des journaux, le photographe Arthur Sass insiste une dernière fois et lui demande un sourire. Du coup, Albert, il fait ça. 4 jours plus tard, la photo recadrée fait la une de France Soir, titrée « Einstein tire la langue pour ses 72 ans ». Einstein aimait beaucoup cette photo et confiera plus tard « J'ai toujours eu de la difficulté à accepter l'autorité, et ici, tirer la langue à un photographe qui s'attend sûrement à une pose plus solennelle signifie que l'on refuse de se prêter au jeu de la représentation. » Ce cliché espiègle et décalé d'un des plus grands génies du siècle continue depuis de ravir les foules, les artistes, comme Andy Warhol, et les experts du marketing. On trouve ainsi la langue d'Albert sur des t-shirts, des affiches, et même des porte-trombones magnétiques. Je tiens donc à m'excuser solennellement auprès d'Albert, également connu comme mon père spirituel, pour les dérives du marketing moderne. Oups. Désolée, j'ai pas pu résister. Ton père spirituel, Camille, tout est relatif. Alors son image, ce n'est pas la seule chose qu'on lui a volée. Saviez-vous qu'Albert Einstein a été la victime d'un vol rocambolesque ? Figurez-vous qu'on lui a dérobé son cerveau. C'est une histoire incroyable. Elle commence le 18 avril 1955, le jour de sa mort. La dépouille d'Albert Einstein est transférée dans le service des autopsies de l'hôpital de la ville de Princeton, aux États-Unis, où elle tombe entre les mains du docteur Thomas Harvey. Fasciné par le physicien,
ce médecin décide de subtiliser son cerveau afin de l'analyser. Persuadé qu'il est plus lourd que la moyenne, Harvey le pèse. Et là, surprise, le cerveau du savant n'excède pas 1230 grammes contre 1350 grammes en moyenne chez un homme normal. Il en conclut donc que l'intelligence ne se mesure pas à la taille de la cervelle. Mais il ne s'arrête pas là. Le médecin va s'intéresser aux plis du cerveau d'Einstein. Ces plis, il va les photographier sous tous les angles. Regardez, les voici. C'est ce qu'on appelle des circonvolutions. Harvey s'est ainsi amusé à mesurer les distances entre certains de ces plis. Ça va? Vous tenez le coup? Sur sa lancée, Thomas Harvey découpe le cerveau en 240 petits cubes qu'il va réduire en tranches très fines, pas plus épaisses que du papier à cigarette. Il faudra attendre 1985, c'est-à-dire plus de 30 ans, pour que soient enfin publiées les premières conclusions scientifiques de Harvey. Et que disent-elles? Eh bien, pas grand-chose en réalité. Si quelques spécificités ont été relevées, comme le nombre important de neurones dans certaines régions, eh bien, les résultats ne sont pas significatifs. En clair, rien de concluant. Le cerveau du grand génie du XXe siècle est désespérément normal. Ce qui, somme toute, est très rassurant. Et comme le disait lui-même Albert Einstein, l'intelligence, ce n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver.